Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo de ma mini-série sur les symptômes du trouble borderline. Si tu viens d'arriver sur ma chaîne, sache qu'il y a plusieurs playlists qui regroupent par catégorie les innombrables vidéos que j'ai faites depuis bientôt maintenant 10 ans. Et parmi ces playlists, il y en a une qui s'appelle Bordy Life qui se dédie entièrement à la compréhension et au partage d'expériences, puisque je suis moi-même diagnostiquée, ce que ça implique en fait de souffrir de ce trouble, que ce soit pour la personne qui en souffre comme pour les proches. Donc voilà, je t'invite à regarder cette playlist si c'est un sujet qui t'intéresse. J'ai déjà abordé la majorité des symptômes, d'ailleurs je suis désolée, j'ai dû reposter celle sur les pensées paranoïaques parce qu'en fait je l'ai supprimée sans faire exprès, je suis vraiment teubée. Bref, problème résolu, elle est à nouveau en ligne, donc voilà, je t'invite à regarder les autres vidéos de cette mini-série pour comprendre comment fonctionne l'ensemble de ces symptômes selon mon expérience et mon point de vue, sachant que je n'ai aucun qualificatif ni médical, ni thérapeutique, ni quoi que ce soit qui me permette de conseiller qui que ce soit d'ailleurs. Je parle en tant que patiente qui est suivie depuis bientôt 10 ans en psychothérapie, j'ai fait beaucoup de suivis différents, j'ai déjà été 2 fois à l'hôpital, bref, ça fait longtemps que je parle de santé mentale en général sur cette chaîne, donc vraiment c'est une expérience de partage entre pairs, donc voilà, merci de prendre du recul sur ce que je raconte, et plus largement, je suis critique des catégories diagnostiques psychiatriques, j'en ai déjà parlé longuement dans d'anciennes vidéos, notamment dans celle-ci, donc je te laisse regarder dans la description les références que je mettrai pour aller un peu plus loin dans ma réflexion si tu veux comprendre comment je me positionne par rapport à ça. Dans tous les cas, si j'utilise le terme de borderline malgré le fait que je sois critique de celui-ci, c'est surtout pour la communication et pour pouvoir toucher les personnes qui sortent justement du cabinet de leur psychiatre avec ce terme-là et qui ne savent pas du coup quoi en faire, ce que ça veut dire et qui vont tomber sur plein de trucs négatifs par rapport à ça. Donc voilà pourquoi j'utilise cette terminologie malgré le fait que voilà, j'ai plein de choses à redire là-dessus. Avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, laisse-moi te présenter le partenaire de cette vidéo qui est la marque Evenco dont je t'ai déjà parlé précédemment, qui est une marque de culottes menstruelles française. Ça fait maintenant plusieurs mois que j'utilise ces produits et j'en suis vraiment très satisfaite. Ce sont des culottes menstruelles qui permettent une protection de longue durée, donc maximum 12 heures, sans fuite, sans odeur, sans besoin d'utiliser une quelconque autre protection, à condition que tu aies suffisamment de culottes en stock, n'est-ce pas? Les culottes menstruelles sont maintenant connues depuis plusieurs années, du coup voilà, ça m'étonnerait que tu n'en aies jamais entendu parler, mais si tu n'as jamais testé, franchement, il faut absolument essayer. En tout cas, moi, ça m'a changé la vie, effectivement, de ne plus avoir affaire aux tampons, aux serviettes et tout ce genre de protection absolument intrusive et désagréable à utiliser. Donc franchement, les culottes, c'est trop bien pour dormir, pour faire du sport, pour tout en fait. Ça offre un confort génial. En plus de ça, les coupes que propose Evenco sont très jolies et variées. Moi, j'ai vraiment tous les modèles possibles et j'en suis vraiment très contente. À l'occasion des soldes, il y a moins 50% de réduction sur tous les produits du site Evenco, en plus des 10 € offerts sur ta commande grâce à mon code Carologie. Donc n'hésite pas à profiter de cette période de solde pour aller faire ton petit stock. En tout cas, moi, je suis très contente d'utiliser les culottes menstruelles à chacun de mes cycles et je les recommande vivement. Donc voilà, n'hésite pas à tester et à me dire ce que tu en as pensé. En tout cas, merci beaucoup Evenco de me refaire confiance pour ce partenariat. Et ceci étant dit, je vais pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Déjà, pour comprendre ce que je vais dire dans cette vidéo, il va falloir se pencher un tout petit peu sur un côté théorique que j'ai déjà vulgarisé dans une précédente vidéo, que je te laisse visionner pour aller un peu plus loin si tu veux rentrer dans le détail, parce que là, je vais faire juste un rapide rappel. Mais en gros, on va reparler de la théorie polyvagale qui, dans les recherches sur le psychotraumatisme, a permis de développer les pratiques, notamment dans les thérapies de MDR. Mais en gros, la théorie polyvagale, elle dit que le système nerveux, il est la tour de contrôle du corps, c'est lui qui décide en gros de tes besoins en termes de sommeil, en termes de faim, en termes de fatigue, etc. Enfin, genre, en gros, c'est l'orchestre de ton corps pour ses besoins les plus basiques. Et quand ce système-là est fortement traumatisé, notamment à un jeune âge de manière fréquente et intense, il se dysrégule. Et le fait que le système nerveux soit dysrégulé crée donc beaucoup de problèmes dans la gestion générale de tes besoins physiques, comme le sommeil, l'alimentation, le fait de juste se maintenir en vie et se mettre en sécurité, etc. Et en fait, tout ça serait dû à l'activation ou la désactivation d'un gros nerf qu'on a dans le corps qui s'appelle le nerf vague. Ce nerf, en gros, il nous traverse de tout notre long et justement, il est censé s'activer ou se désactiver. Je le dis d'une manière qui est pas juste d'un point de vue scientifique, mais vas-y, c'est pour qu'on se comprenne. Ce nerf-là, en gros, il réagit face au stress, face à des stimuli extérieurs et lorsqu'il est fortement traumatisé à cause des événements du coup que subissent la majorité des personnes borderline, c'est-à-dire des maltraitances infantiles, le fait est qu'il va réagir aux événements extérieurs d'une manière qui n'est pas adaptée à la réalité de ce qui se passe. En d'autres termes, le nerf vague qui est censé être tout chill à l'intérieur de toi et te dire là t'as faim, là t'as besoin de dormir, là t'as besoin de te mettre en sécurité, là t'as besoin de pleurer, là t'as besoin de bouger, etc. Il est censé être dans un espace qu'on appelle la fenêtre de tolérance pour fonctionner de manière harmonieuse. Peut-être que tu te rappelles de ce petit schéma
schéma, mais en gros, j'avais montré ce dessin en disant que justement, quand tu es dans un espace qui te met en sécurité, qui te fait sentir détendu et apaisé, t'es dans ce qu'on appelle du coup la fenêtre de tolérance. C'est-à-dire un espace dans lequel ton corps ne se met pas dans un état d'alerte, dans un état de danger, où juste en fait il se sent en parfaite sécurité et donc il peut faire la gestion de tous tes besoins physiques de façon la plus adaptée et harmonieuse possible. Le fait est que quand tu es polytraumatisé et que tu as des stimuli qui viennent justement te rappeler des traumatismes vécus réellement auparavant mais inexistants dans le présent, et ben le système nerveux réagit comme s'ils étaient en train de se reproduire actuellement. Et donc, plutôt que de rester dans la fenêtre de tolérance et donc avoir la sensation d'être en sécurité et en parfaite détente, le nerf vague va soit s'activer dans un mode fuite-combat, alors on appelle ça ventral ou dorsal, etc. Enfin bref, on s'en fout. Mais en gros, le nerf, il va péter un câble, il va sortir de la fenêtre de tolérance et te mettre dans un état où tu dois supposément te battre pour ta vie, alors qu'en fait, il se passe rien, t'as juste eu ce qu'on appelle un trigger, un déclencheur, juste un stimuli négatif qui t'a fait donner la sensation de revivre un trauma, alors qu'en fait, tout va bien. Donc soit il s'active en mode fuite-combat, soit ce nerf va plutôt se mettre dans un état de dissociation et de sidération, dans lequel justement on est plutôt paralysé par la peur, dans lequel on va juste court-circuiter en fait ce qui est en train de se passer, se sentir extérieur à la situation, ne pas pouvoir réagir, etc. Donc en fait ce sont, à nouveau, je le dis d'une manière qui est très vulgarisée et qui est probablement une aberration pour les gens dont c'est le travail de faire de la recherche là-dedans. Mais vraiment, le but, c'est d'essayer de me faire comprendre de la manière la plus simple possible. Mais en gros, voilà, ce nerf, soit il est chill, soit il s'active en mode je dois me battre pour ma vie, soit il se dissocie complètement et il s'éteint en mode je fais le mort. Donc, pour la plupart des personnes qui ne souffrent pas de polytraumatisme, on va avoir une fenêtre de tolérance assez large. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui peuvent vivre énormément d'événements qui peuvent paraître anxiogènes, stressants, etc., sans pour autant sortir de cette fenêtre de tolérance où en fait ils vont juste voilà, être stimulés négativement mais sans partir dans un truc de syndrome de stress post-traumatique et de réaction excessive et de machin et truc. Par contre, pour les personnes qui sont polytraumatisées et surtout celles qui ont été maltraitées à un très jeune âge, la fenêtre de tolérance ressemble plutôt à ça. Et donc ça veut dire qu'on a une extrême petite marge de manœuvre face aux événements qui peuvent nous mettre dans un état d'alerte, ce qui veut dire qu'on réagit très fortement et très intensément au moindre stimuli négatif, puisque c'est le propre du traumatisme, c'est-à-dire que le moindre petit truc qui vient nous rappeler ce qu'on a pu vivre inconsciemment d'ailleurs dans notre vie, peut nous mettre dans un état similaire, carrément identique en fait, j'ai envie de dire, à ce qu'on avait comme état au moment où on a vécu le trauma. Je suis vraiment désolée pour les personnes qui suivent mes vidéos assidûment parce que je me répète beaucoup sur ces théories autour du trauma, etc. Mais franchement, c'est hyper important de comprendre comment ça marche au quotidien parce que effectivement, notre système nerveux est littéralement le chef d'orchestre de tout ce qu'on a besoin pour se maintenir en vie et se sentir bien et juste exister de façon la plus épanouissante et harmonieuse possible. Et je suis pas en train de parler de bonheur, je dis juste le fait de pouvoir répondre à ses besoins les plus basiques au mieux. Comme notre fenêtre de tolérance est minuscule, il est très facile pour nous de passer d'un état où on se sent à peu près en sécurité à un état dans lequel on pense qu'on est en danger. Et quand on parle de danger, c'est un danger réel, c'est-à-dire que même si le stimuli c'est un truc tout aussi bête que quelqu'un qui te répond pas au téléphone, une personne qui toque à la porte, une personne qui te met un vent suite à un message, bref on s'en fout, même si le stimuli en soi il ne représente aucun danger réel, le sentiment de la personne qui souffre en fait de troubles, que ce soit borderline ou autre d'ailleurs, le sentiment lui d'être en danger il est réel, et c'est-à-dire qu'il est physique, notre corps réagit face à ce stimuli comme si littéralement il était en danger de mort. Alors je sais que ça paraît excessif pour certaines personnes, mais c'est littéralement de ça qu'on parle en fait. Et d'ailleurs, c'est le propre du trouble borderline que d'avoir des réactions émotionnelles excessives, ce ne serait pas un trouble sinon. Donc oui, les personnes borderline sont facilement catégorisables de dramatiques, d'excessives, de trop intenses, de voilà, tous les termes que tu veux qui renvoient à des extrêmes. Mais c'est vrai en fait, c'est justement un problème de régulation émotionnelle, puisque guess what, le système nerveux impacte forcément la façon dont on va vivre nos émotions. C'est-à-dire que des émotions désagréables chez la majorité des gens sont juste perçues comme des indications sur là j'ai honte, là je suis fatiguée, là j'ai peur, là je suis dans l'inconfort, etc. Alors que chez une personne borderline, la moindre émotion négative peut être interprétée par notre système nerveux comme un danger de mort en fait, parce que nos émotions sont trop intenses, nos émotions sont incompréhensibles quand on n'a pas eu accès à de la thérapie ou juste à de l'éducation émotionnelle autour de ça, et donc une personne qui souffre de ce trouble
a peur de ses propres sentiments, a peur de ses propres sensations physiques face aux émotions en fait. Parce que oui, les émotions se manifestent physiquement dans le corps, n'est-ce pas? Beaucoup de gens ne le savent pas ou n'en se rendent même pas compte parce qu'on vit dans une société qui nous fait souffrir d'un illettrisme émotionnel absolu. D'ailleurs, je te renvoie à cette vidéo si tu ne vois pas de quoi je parle quand je dis illettrisme émotionnel, parce que je vais parler aussi d'alphabétisation émotionnelle, c'est-à-dire au sens propre. On apprend l'alphabet A, B, C, D, E, F, G et on est illettré quand on connaît pas l'alphabet, quand on sait pas lire ou écrire. Et ben là c'est pareil avec les émotions, quand on connaît pas les émotions, quand on connaît pas l'alphabet des émotions, et ben on est illettré émotionnellement et donc on ne comprend rien à ce que nos sensations physiques nous indiquent quand on ressent quelque chose en fait. Toutes nos émotions, on les sent physiquement, c'est juste qu'on apprend à un moment donné à les reconnaître, on apprend à un moment donné à se dire tiens, là j'ai une boule dans la gorge, ça veut peut-être dire que je suis angoissée, tiens, là j'ai un peu mal au ventre, peut-être que je suis en colère, tiens, là j'ai les mains moites, peut-être qu'en fait je suis stressée, tiens, là j'ai la mâchoire tendue, peut-être que ça veut dire que si, que ça. Même la honte, elle se manifeste physiquement, n'importe quelle émotion, positive ou négative d'ailleurs. Sauf que, typiquement, une personne qui souffre d'un trouble borderline et donc qui a probablement été hautement maltraitée à un jeune âge, eh ben, c'est probablement quelqu'un aussi qui n'a pas vraiment de rapport à son corps tout court en fait, c'est-à-dire que on ignore souvent nos besoins les plus basiques parce qu'on n'a pas eu l'occasion en fait d'y répondre, parce que les gens qui étaient censés nous aider à y répondre n'ont pas fait leur taf. Donc typiquement quand on a sommeil on va pas dormir, quand on a faim on va pas manger, quand on se sent en danger on va pas partir de la situation, quand on est face à quelqu'un qui nous maltraite on va penser que c'est de l'amour, etc. Donc en fait on ne comprend pas ce que notre corps nous dit, alors qu'en fait il est littéralement une feuille sur laquelle s'inscrivent tellement d'informations qu'on devrait prendre en compte et qu'on prend pas en compte quand on est polytraumatisé. Parce qu'en fait la maltraitance c'est ça qu'elle te dit, c'est que en fait ce que tu ressens on s'en fout, tes besoins on s'en fout, c'est dans ta tête, ça n'existe pas, tu dramatises tout, etc. Donc en fait on t'apprend à te couper de ça et c'est un apprentissage justement que d'essayer de relire en fait toutes ces indications, tous ces symptômes, sauf que c'est très difficile à faire parce que quand justement tu as autant souffert, et ben te rendre compte de ce que tu ressens au moment où tu le ressens, c'est très... en anglais on dit overwhelming, c'est très ça te dépasse en fait, ça déborde, c'est trop parce que justement il y a trop de traumatismes emmagasinés dans le corps, dans l'esprit, dans la mémoire, etc. Et donc si on commence à vraiment se rendre compte de ce qu'on se sent, de comment on se sent au quotidien, et ben on va réaliser qu'en fait il y a vraiment des dizaines, voire des centaines, voire peut-être des milliers de stimuli quotidiens tous les jours qui nous font sortir de la fenêtre de tolérance. Et en fait, c'est difficile à accepter, c'est difficile à reconnaître, c'est très difficile à gérer, surtout parce qu'en fait, faut y aller par étapes. On peut pas du jour au lendemain juste se dire tiens, en fait, tout mon environnement me trigger et tous les gens qui m'entourent me font sentir en danger et tout ce que je fais au quotidien me fait sentir très mal. Qu'est-ce que je vais faire? C'est très violent et très dur, surtout quand tu souffres de pensées suicida, t'as capté, parce que c'est ça qui peut déclencher justement des pensées sombres de ce type, quand on se rend compte que en fait on est bourré de stimuli négatifs quotidiennement, qu'en fait ça nous dépasse, qu'on sait pas quoi en faire, et bah ça peut rapidement nous faire dire qu'on peut rien y faire, que c'est trop dur à gérer, qu'on n'y arrivera jamais, que ce serait trop long, etc., que personne ne va nous aider et tout, et donc nous faire partir dans un truc super négatif. Donc il faut y aller doucement. Comme je viens donc de l'expliquer, la gestion émotionnelle chez les personnes borderline est sensiblement inexistante, et c'est tout le travail de thérapie que d'essayer de comprendre ce que ces émotions procurent chez nous, comment elles se manifestent dans notre corps, et surtout se rendre compte sur le moment quand ça arrive. Parce que quand tu es une personne borderline, il y a de très grandes chances que pendant très longtemps tu sois dans un environnement extrêmement toxique, dangereux et maltraitant pour toi, mais que tu l'aies normalisé parce que juste la majorité des gens, on n'a pas trop le choix que de grandir dans ces environnements-là, que de rester dans ces espaces-là, que de côtoyer les gens que l'on côtoie, ou en tout cas on a peu de ressources pour se rendre compte que c'est pas normal en fait. Il faut comprendre aussi que l'humeur et l'émotion, c'est pas tout à fait la même chose d'après ce que j'ai compris en psychologie. Je vais pas rentrer dans les détails là-dessus parce que déjà de 1, je ne sais pas exactement quelle est la différence entre une humeur et une émotion. Je pense que c'est pas très important pour comprendre du coup le fond de ce que j'essaye de dire dans cette vidéo. Donc voilà, désolée pour les inexactitudes que je vais dire, mais grosso merdo, être de bonne humeur, c'est avoir quand même des bonnes émotions, et être de mauvaise humeur, c'est ressentir des émotions négatives. Dans tous les cas, les changements d'humeur chez une personne borderline est tout aussi soudain et intense que la façon dont on vit les émotions. C'est-à-dire que, grosso modo, quelqu'un qui se réveille du mauvais pied un jour où une journée commence mal, eh ben, elle peut être plutôt stable dans cette émotion-là, c'est-à-dire je me suis réveillée de mauvaise humeur, je passe une journée un peu merdique, je vais me coucher avec
une sensation amère dans la bouche, voilà, c'est pas grave. Une personne borderline qui se réveille de mauvaise humeur, dans la même journée, elle peut avoir un pic de joie et de bonheur absolu qui lui fait carrément oublier que le matin même, elle s'est réveillée la mort dans l'âme. Et pour le coup, ça va dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire qu'on peut passer d'un état plutôt négatif à un état positif assez rapidement, mais très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on passe d'un état positif à un état négatif très rapidement, puisqu'on a tendance justement à ressasser constamment, inconsciemment, plein de choses très difficiles à gérer pour notre petit corps, nos petites émotions, nos petits systèmes nerveux. Et donc, on passe plus souvent du plus au moins que du moins au plus, en fait. Tout ça pour dire que chez une personne borderline, le changement d'état, il va se faire d'une manière qui est beaucoup plus soudaine, fulgurante, violente, rapide qu'une personne qui ne souffre pas de ce trouble. Peut-être qu'une image qui peut te parler, ce serait quoi Bon, je vais prendre une image qui est pas forcément la meilleure, mais c'est vraiment juste pour illustrer. Imaginons que les émotions positives, c'est un pot de peinture blanche, et les émotions négatives, c'est un pot de peinture noire. Et du coup, une personne, par exemple, lambda, qui se réveille un matin, elle est ni de bonne humeur, ni de mauvaise humeur, elle est neutre, elle est grise, ok? Et bah, chez quelqu'un qui gère bien ses émotions et qui est pas dysrégulé comme une personne borderline, les stimuli négatifs, ce serait des gouttes de peinture noire qui coulent dans le pot de peinture grise. Mais du coup, pour que le pot de peinture gris devienne tout noir, chez une personne, entre guillemets, normale, même si ça veut rien dire, il va falloir quand même un certain temps. C'est-à-dire que peut-être qu'elle va résister un peu plus longtemps. Elle va se dire, ok, celui-là, il m'a saoulé. Ah, et là, il y a tel souvenir qui m'est remonté. Oh, là, il m'est arrivé tel obstacle dans la journée, c'est vrai que c'est un peu relou, etc. Donc bref, mais il va rester plus ou moins gris. Et en fait, cette personne arrive à recevoir aussi les gouttes de peinture blanche qui arrivent dans sa journée. Chez une personne borderline, qui se réveille avec son pot de peinture gris, une seule goutte de peinture noire peut suffire à transformer tout le pot de peinture gris en peinture noire, tu comprends? Comme ça, tout d'un coup. Et inversement, une goutte de peinture blanche peut aussi rendre le pot complètement blanc alors qu'à la base il était gris. Ou même carrément il était noir et il peut passer du noir au blanc très rapidement. En fait, il s'agit de sensibilité finalement. C'est juste qu'il y a des gens qui arrivent à avoir un mur plus ou moins épais entre eux et les stimuli négatifs, les gens, les événements de la vie, etc. Alors qu'une personne borderline, c'est pas un mur qu'elle a entre elle et l'extérieur, c'est un pauvre petite feuille de papier, et encore, j'ai envie de te dire quelque chose d'encore plus délicat, poreux, effritable en fait qu'une feuille. Donc une personne lambda, elle aurait littéralement une armure, comme on les connaît, de chevalier, etc., que l'on peut mettre ou enlever selon certaines situations, selon nécessité, etc. Alors qu'en fait, les personnes borderline, on a une pauvre petite bulle de savon, voilà. Et dès qu'on la touche, elle peut éclater. Ben, c'est exactement ça. Et maintenant, je te renvoie à une autre vidéo que j'ai faite à propos des relations, parce que c'est central de comprendre ça pour la vidéo d'aujourd'hui. C'est que comme on a une notion de nous-mêmes qui est éclatée, négative, une estime de soi dégueulasse, une dépendance extrême aux autres, etc., et ben on s'identifie vachement aux émotions des autres et aux humeurs des autres. C'est-à-dire que pour peu que la personne que l'on aime le plus au monde passe une sale journée, et ben nous aussi, on va passer une sale journée. Parce que si elle passe une sale journée, c'est comme si toi, t'étais en train de passer une sale journée, parce que en fait t'es complètement réceptive, t'es complètement absorbée par ce que vivent les autres, tellement t'en es dépendant, tu vois. Et ça crée des très gros problèmes, parce que justement, a priori, ce que vit une personne, c'est pas ce que tu vis toi, et c'est pas parce que cette personne-là ressent quelque chose que tu dois le ressentir de la même manière, et encore moins que tu dois penser que c'est ta faute si elle ressent ça. Une personne borderline, dès qu'elle va voir que une personne qu'elle aime, avec qui elle passe du temps, etc., se sent justement de mauvaise humeur, elle va tout de suite interpréter que c'est sa faute, que c'est elle qui est pas assez bien, qu'elle va être abandonnée, que en fait la personne elle devrait se sentir comme ci ou comme ça, et que si elle se sent pas comme ci ou comme ça, ça veut dire qu'en fait ça va pas entre elles, etc. Et en fait c'est le fait de se suridentifier aux émotions des autres et être dans un truc tellement fusionnel constamment qui fait que ça représente aussi des stimuli négatifs, et en fait c'est très fréquent, parce qu'en fait comme on dépend beaucoup des gens, qu'on côtoie énormément de personnes tout le temps pour jamais être seul, etc., et qu'on est constamment dans un besoin de connexion, si cette connexion elle est entachée par la peinture noire de l'autre, et nous, notre peau, il va devenir tout noir aussi en fait. Et on dépend vachement de ça, c'est-à-dire que moi j'ai déjà vécu plusieurs situations carrément en couple où en fait je pouvais être dans un chaos total de ma vie, où vraiment il se passait plein de trucs super négatifs à un niveau personnel, professionnel, familial, etc., machin. Mais si dans ma relation la personne elle était heureuse d'être avec moi, alors j'étais heureuse. Voilà. Ça suffisait. Inversement, il y a des situations dans lesquelles j'étais dans un équilibre absolu dans tout, et juste, si j'étais avec des gens que j'aimais et que ces gens allaient mal, j'avais l'impression que c'était ma vie qui était dévastée, alors que ça n'a rien à voir. Parce que justement, on a du mal à faire la différence entre nous et les autres, nous et l'extérieur, justement. Et en fait, ces fluctuations, elles peuvent tout autant concerner des événements anodins que des événements réellement violents. C'est-à-dire qu'on peut avoir un changement d'humeur soudain parce que notre chat, il a vomi sur le tapis. Et genre ça peut suffire à nous faire sentir des choses comme si on nous avait viré de notre travail, tu vois. Alors que
ça n'a aucun rapport. Il n'y a pas de nuance en fait, il n'y a pas de gris dans l'histoire chez nous, c'est juste blanc ou noir, et en fait ce blanc ou noir il est à la merci de tout ce que l'environnement va nous envoyer, comme si c'était pas nos peaux mais le pot de tout le monde en fait, et surtout on met constamment notre peau entre les mains de nos proches, parce qu'en fait on est immature émotionnellement, on dépend des autres pour gérer nos propres émotions, on a peur de nos propres émotions, on ne sait pas les comprendre, on ne sait pas les gérer, et donc on laisse ça entre les mains d'autrui. Et le pire dans tout ça, c'est que les stimuli négatifs n'ont même pas besoin d'être réels pour provoquer cette détresse chez nous. Parce que des fois, il y a effectivement des stimuli négatifs pas très graves, mais quand même négatifs, qui font que notre peau devient tout noire. Mais souvent, très très souvent, les stimuli sont en fait fantasmés. C'est-à-dire que en soi, c'est un non-événement, mais nous, on va l'interpréter comme un signe de quelque chose. Je te renvoie donc à cette vidéo sur les pensées paranoïaques. Et c'est ça qui est le plus difficile à défaire, parce que c'est le fait d'interpréter les choses sous ce prisme-là qui nous pourrit le plus la vie. Parce qu'en fait, même si les gens nous disent « mais non, je suis pas fâchée contre toi, non, je ne vais pas t'abandonner, non, tu n'as rien fait de mal, etc. » On peut pas s'empêcher de nous... On va trouver toujours un moyen de se dire « cette personne nous ment, cette personne fait exprès, nanani, », enfin bref. Genre, nos propres pensées génèrent ça. C'est-à-dire que des fois, t'as même pas besoin que le monde extérieur t'envoie un événement, t'envoie un signal. Des fois, t'es juste posé là, tu t'es mis à penser à un truc, comme ça, ou même des fois, on cherche à penser à des trucs, et juste le fait d'y avoir pensé, ça peut nous faire basculer de l'autre côté. Et c'est hyper impressionnant à vivre, en fait. Il faut bien comprendre un truc, c'est que c'est épuisant à vivre. Vraiment, passer d'un état à l'autre, de manière aussi fréquente, de façon aussi multiple dans la journée, c'est éreintant, ça te prend toute ton énergie, parce qu'en fait, t'es déstabilisé, c'est pas pour rien qu'on parle d'instabilité émotionnelle, parce qu'en fait c'est comme si toute la journée t'étais ballotté à gauche, à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite, puis ça peut ou donner de la tête, et juste t'es lessivé. Mais en fait on est tellement habitué à être dans cet état qu'on comprend pas qu'il est anormal, et qu'en fait la majorité des gens ne le ressentent pas comme ça, et qu'en fait ça les épuise eux aussi, et du coup en fait quand ils finissent par nous abandonner, c'est pas parce qu'on mérite d'être abandonné, c'est juste parce qu'en fait ils sont fatigués, et nous on est habitués à être fatigués, et on les fatigue, mais eux en fait ils ont pas envie d'être fatigués, et nous on est là, mais oui vous devriez être fatigués comme nous. Bref, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer tout ça? Déjà, je vais m'adresser aux proches des personnes borderline, puis aux personnes borderline elles-mêmes. Si toi-même tu es proche d'une personne qui justement a des fluctuations d'humeur de la sorte, déjà comprends bien que la plupart du temps, la seule chose dont cette personne a besoin, c'est d'être rassurée de manière active et explicite. Oui, c'est chiant, non, tu n'es pas face à un enfant, donc tu ne comprends pas pourquoi tu dois faire ça. Mais c'est malheureusement littéralement comme ça qu'on se sent dans ces moments-là. On a la capacité de gestion émotionnelle d'un enfant et une intolérance à la frustration qui est genre extrême. Là où des gens peuvent être frustrés et se dire « tiens, je suis frustré », ça va passer, nous on est frustrés pour un truc et ça y est, ça va gâcher notre semaine quoi, voire le mois, voire l'année, voire carrément nous faire avoir des pensées sombres. Donc si tu es un proche de personne qui a tendance à avoir ce genre de changement d'humeur, déjà ne prends pas personnellement ce changement d'humeur, même si c'est difficile, même si la personne elle t'agresse, même si en fait elle est en train de te mettre dans son collimateur, ne rentre pas dans son jeu. La meilleure chose à faire, c'est de reconnaître qu'elle a été trigger et de le lui dire. C'est-à-dire que ça sert à rien de commencer à essayer d'argumenter, de débattre sur pourquoi c'est pas logique qu'elle fasse ça, parce qu'elle est dans quelque chose de complètement irrationnel. Donc il faut tout de suite aller à la source du problème. N'essaye pas de rationaliser le truc, ce n'est pas rationnel. Ça ne marchera pas. Et de toute façon, la personne borderline, elle va toujours trouver un moyen de retourner ça contre toi pour justifier sa pensée parano de « ah, je vais être abandonnée », bref, et tout ce qui s'ensuit. Donc, n'essaye pas de débattre, de rationaliser le truc, va directement au point. The point is, oulala, je sens que là, je t'ai touché à un endroit délicat, ce n'était absolument pas volontaire, ça n'a rien à voir avec ce que tu t'imagines. Donc on rassure tout de suite la personne. À nouveau, si on en a envie, parce que personne ici ne te force à faire quoi que ce soit. Je dis ça aux personnes qui veulent aider et qui veulent comprendre leurs proches qui souffrent en fait. Et c'est important de comprendre que oui, on a besoin de la communauté, on a besoin du groupe, on a besoin de nos liens pour guérir. Parce qu'en fait, guérir de polytraumatisme, ça se fait pas à coup de béquilles chimiques et d'hospitalisation et de traitements coercitifs, etc. Ça se fait surtout à travers l'apprentissage de liens sécures. Le fait de se réintégrer dans des groupes de façon respectueuse en fait, parce qu'en fait on a tellement été maltraité qu'on se méfie constamment tout le temps de tout le monde. Et il n'y a pas besoin que ça se fasse d'une manière trop intense dans laquelle tu t'impliques trop ou quoi que ce soit, ça peut être très très neutre. Juste en fait la personne borderline elle a besoin d'être reconnue et d'être vue dans sa détresse. Si tu arrives à la toucher là où ça fait mal mais dans le but de l'aider, ça va être beaucoup plus efficace. C'est-à-dire oulala, je pense que là tu te sens pas bien, je vois que là t'es pas bien, ça c'est déclenché parce que pose la question.
à cause de ce mot que j'ai dit, parce que je t'ai pas répondu, parce que je t'ai pas regardé dans les yeux. En fait, être vu, être reconnu dans notre détresse, c'est ce dont on a besoin. En tout cas, pour ma part, je sais que ça se passe beaucoup comme ça. C'est-à-dire que, surtout dans mes couples, des fois, il y a des mots où il y a des façons de faire qui vont m'énerver, etc. Et donc, je vais essayer de prendre sur moi, sauf que ça se voit qu'en fait, je suis pas bien. Je prends sur moi, mais d'une manière qui est pas adaptée. Donc, en fait, la personne en face, elle se sent tendue parce qu'elle voit bien qu'en fait, je fais la gueule, alors que moi, je fais tout pour lui montrer que je fais pas la gueule. Sauf qu'il faut bien comprendre qu'en fait, c'est plus fort que nous. C'est pas volontaire. En fait, si on pouvait ne pas être comme ça, on serait pas comme ça. Je vais te donner un exemple qui est réel. Mais éclater sa mère, mais vraiment, il a existé dans ma vie d'ailleurs, pas qu'une fois. Ça m'est déjà arrivé, moi, d'avoir un changement d'humeur violent, parce que j'étais contente de rejoindre la personne de qui j'étais amoureuse chez elle, et qu'en fait, elle me salue d'une manière qui me convient pas. Genre, par exemple, elle me fait la bise à la place de me faire un bisou sur la bouche. Parce que c'est juste un réflexe, des fois, les gens, ils te font la bise en mode « Ah merde, en fait, non, t'es ma copine et je te fais un bisou sur la bouche. » Moi, j'ai déjà pu péter ma tête pour ça. C'est-à-dire que je viens, je suis trop contente de te retrouver, on va passer une soirée entre amoureuses, etc. machin. Quand j'arrive, tu me fais la bise. Ça suffit à me faire basculer dans le dark side. Non mais je sais pas si tu réalises à quel point c'est ridicule en vrai. Et je dis pas ça pour m'auto-dénigrer ou dénigrer les personnes borderline, c'est juste que c'est un fait. C'est que, en fait, il y a une disproportion totale, une disproportion ridicule justement entre ce qui s'est vraiment passé et comment nous on l'interprète. Et donc à ce moment-là, plutôt que de se dire mais en fait c'est rien, mais calme-toi, mais machin, mais je t'aime, mais pourquoi tu casses la tête à t'énerver parce que je t'ai fait la bise, c'est bon, plutôt que de rentrer dans ce débat-là, solution à tout, de dire oh merde, oh non, j'espère que tu crois pas que je te vois comme une amie, parce qu'en fait tu es mon amoureuse et je t'aime. Viens, je te fais un vrai bisou. Voilà, problème résolu, c'est bon. Mais donc voilà, si t'es proche d'une personne border, pose-lui directement la question quand tu vois qu'elle est trigger. Et demande-lui de manière bienveillante et objective qu'est-ce qui a généré ce stimuli négatif, et de préciser que tu ne la jugeras pas. Parce que souvent, on n'en parle pas parce qu'on a honte, parce qu'on se sent complètement con, en fait, d'avoir le seum pour des trucs aussi débiles que ça. En fait, chez nous, c'est vraiment un cercle vicieux qui se passe, parce qu'on sait que c'est ridicule. Des fois, on sait même pas qu'est-ce qui nous a trigger, parce qu'on est tellement trigger tout le temps que on est constamment en dehors de notre fenêtre de tolérance, on comprend même plus quand on n'y est plus, etc. Donc des fois, nous-mêmes, on sait même pas ce qui s'est passé. Faut bien comprendre que de notre côté, on sait absolument que c'est ridicule de réagir comme ça, et on s'en veut. Et en fait, comme notre dope préférée, c'est le fait de se détester soi-même, et ben on va sauter sur l'occasion pour se dire mais t'es complètement conne, mais t'es ridicule, mais pourquoi t'es trigger, nanana. Déjà, ça c'est l'étape où t'es conscient que t'es trigger, hein. Parce que avant ça, la majorité des personnes border, on n'est même pas au courant qu'on est trigger, hein. On a juste le seum et on sait pas pourquoi. Donc déjà, essayez de comprendre quel a été le stimuli négatif, montrer à la personne qu'on la juge pas sur le fait qu'elle a été déclenchée, parce que à nouveau c'est un trouble, et c'est exactement pour ça qu'on dit que c'est un trouble, parce que ça n'a aucun sens et que c'est complètement irrationnel. Et ensuite juste montrer qu'on en a quelque chose à foutre. C'est tout. Ça veut pas dire qu'on te demande que tout ton comportement il change radicalement pour que la personne borderline elle ne soit jamais stimulée ou quoi. Pas du tout. Elle va être stimulée négativement. Tu vas la trigger quoi qu'il arrive. Mais le fait que tu reconnaisses là je t'ai trigger, ça suffit à désamorcer la chose. À condition que la personne borderline elle-même accepte que effectivement elle de son côté elle doit faire un travail de réinterprétation des choses et se rendre compte que à force de relations elle va finir par pouvoir faire vraiment confiance à la personne en face. Là je parle des relations parce qu'après concernant l'environnement quotidien et les stimuli négatifs d'événements extérieurs aux relations, c'est le fait d'apprendre à se connaître sur les années, éventuellement d'aller en thérapie, pas forcément en psychothérapie, mais juste de faire un travail sur soi, parce que oui, il y a des éléments qu'on va pas pouvoir contrôler parce que la société est ce qu'elle est et qu'elle n'est pas forcément favorable à créer des personnes qui se sentent bien, n'est-ce pas? Donc voilà, il y a des éléments effectivement qui nous échappent et qui sont à changer d'un point de vue politique, social, etc. On est bien d'accord, mais sur ce qu'on peut faire d'un point de vue individuel, faut vraiment comprendre que mieux tu te connais, et plus tu assainis entre guillemets ton environnement, mieux ça ira. Parce qu'il y a de très fortes chances pour que toi, et là je parle du coup aux personnes borderline directement, il y a de très fortes chances pour que tu sois entouré de personnes avec qui tu normalises le fait de ne pas te sentir bien et que tu interprètes ça comme de l'amour. Moi, en tant que personne border, je sais qu'il a fallu que je fasse en sorte d'observer mon quotidien et de me rendre compte qu'en fait, sur tous les aspects, je devais essayer de rendre mes espaces le moins trigger possible. C'est-à-dire que si je sais que manquer de sommeil me rend plus irritable et plus réceptive aux stimuli négatifs, et donc qui fait que je fluctue beaucoup plus facilement dans mes humeurs, et ben je vais mettre un point d'honneur à mieux dormir. Et ça veut dire du coup peut-être moins consommer certaines substances pour aller dormir, parce qu'en fait ça m'aide pas à vraiment dormir, etc. Donc en fait faire de ça ma priorité, tu vois. Essayer d'observer nos relations, reconnaître les gens qui nous font sentir bien, et pour ça veut dire être littéralement dans un état de pleine conscience. Je sais que ça paraît un peu percheuse dit comme ça pour les personnes qui sont
critique de tout ce qui est spirituel, machin truc, mais en fait, c'est pas si abstrait que ça, en fait. Être en pleine conscience, c'est juste avoir conscience sur le moment, pleinement de ce que t'es en train de vivre, ça s'arrête là. Sauf que quand t'es constamment dissocié ou en alerte parce que t'es trigger tout le temps, t'es pas en pleine conscience justement, et c'est très difficile de se dire au moment où t'es avec quelqu'un, comment je me sens là tout de suite ? Genre, il dit quoi mon corps ? Est-ce qu'il est détendu ? Est-ce qu'il se sent en sécurité ? Ou est-ce que là, je sens que je suis stressée, que j'ai besoin de me droguer, de prendre de l'alcool, de me faire du mal ? Est-ce que j'ai plutôt de l'adrénaline et tout ? Enfin, c'est littéralement apprendre à se connaître, comme si tu vivais dans une maison et que tu connaissais pas les pièces qu'il y avait dans cette maison, tu vois. Faut aller visiter chaque pièce, les relations, le monde du travail, les pratiques quotidiennes, ton alimentation, la manière dont tu dors, est-ce que tu bouges ou pas ? Bref, un tas d'éléments comme ça à prendre en compte qui prennent énormément de temps. Donc je te conseille aussi de faire preuve de beaucoup de patience et d'auto-compassion, parce qu'en fait, c'est pas toi qui as choisi de développer ce trouble. Si tu l'as eu, c'est probablement parce qu'on s'est très mal occupé de toi plus jeune, et en fait c'est à toi de rattraper ce travail, et ça prend des années, parce que guess what, élever un enfant, un adolescent et faire en sorte que ce soit un être humain autonome dans le futur, ça prend une vingtaine d'années quand même. Donc déjà il y a tout ça. Ensuite il y a le fait de littéralement alphabétiser sa vie émotionnellement, apprendre à gérer les émotions. Pour les gérer, il faut les connaître. Pour les connaître, il faut s'y intéresser. Il y a une palette immense d'émotions qui existent dans la réalité du vivant, parce qu'il n'y a pas que les humains qui ont des émotions d'ailleurs, les animaux aussi nous manifestent des émotions quotidiennement. Et aussi se rendre compte que quand on était plus jeune, on nous a interdit de ressentir des émotions, donc c'est normal qu'on ne sache pas quoi en faire. On ne peut pas gérer une émotion que l'on n'a jamais appris à ressentir. Donc déjà, il faut s'autoriser à ressentir des trucs, être prêt à ressentir ces trucs et à les ressentir de manière négative, et surtout savoir comment gérer ça. Parce qu'en fait, ça se gère. C'est quelque chose sur lequel tu peux avoir une action. C'est quelque chose sur lequel tu peux avoir une marge de manœuvre, une capacité d'agir. Et le dernier point sur lequel j'aimerais m'attarder, c'est le fait de se distancier relationnellement des gens en général. Ça veut dire que faut apprendre à être seul quand t'es borderline. D'ailleurs, j'en parle dans cette vidéo aussi, où j'explique que moi, pendant très longtemps, j'étais convaincue que vivre, entre guillemets, seul, sachant que c'est pas un objectif de vie absolu, tu vois, genre je pense que être seul tout le temps c'est pas une bonne chose, mais le fait d'apprendre à vivre parfois des événements tout seul, sans qu'il y ait un collège d'experts qui se mêle de ta vie parce que tu n'arrives pas à prendre une décision et que du coup tu dépends constamment du regard des autres pour prendre la moindre décision, et ben des fois apprendre à faire ça tout seul, c'est salvateur. En fait, c'est même pas des fois, c'est tout le temps. En gros, apprendre à se faire confiance sur le fait que là, c'est bon, t'es un adulte. T'es censé, là, avoir les ressources et la capacité de réfléchir sur ce qui est bon ou mauvais pour toi, sur ce que tu dois faire dans une certaine situation, et te rendre compte que non, tu n'es plus l'enfant ou l'adolescent à la merci de tes bourreaux. Non, là, en fait, t'es entre toi, et tu peux gérer la situation comme un parent avec son enfant, tu vois. Tu te regardes dans le miroir et tu te traites comme un gosse, mais de façon bienveillante, pas maltraitante, justement. Le but, c'est pas de reproduire les choses qu'on nous a faites. Donc le fait de se distancier un peu des autres, c'est pas s'isoler, ne plus leur parler, les foutre à la porte, etc. C'est juste de se rendre compte qu'il y a des situations que tu peux gérer tout seul, même si t'es convaincu que c'est pas le cas. Essaye. Ne serait-ce que ça, juste essaye. Des fois, il y a des événements qui se passent, ok ? Ça te fout mal? Est-ce que ça veut dire qu'il faut tout de suite que tu sautes sur la première substance qui va te défoncer, ou que tu dois sauter sur le premier inconnu qui va te donner un peu d'attention sexuelle, ou que tu dois tout de suite aller chez un ami qui va te dire quoi faire, etc. Non! Des fois, juste, il t'arrive un truc, tu peux te poser entre toi et toi-même et prendre le temps d'y réfléchir à ça et de te dire qu'est-ce que j'aurais fait pour un ami dans cette situation-là? Si j'ai un ami qui vit cette situation, comment je le conseillerais? Et c'est justement ça le travail de distanciation, et ça s'apprend et on n'est pas obligé de le faire tout seul. C'est pour ça que la thérapie, ça peut être une très bonne opportunité d'avoir des outils pour apprendre à faire ça. Et bien évidemment, plus tu réponds à tes besoins de façon autonome, moins tu dépends des autres pour pouvoir le faire, donc moins tu te laisses stimuler par les événements concernant tes relations, parce qu'en fait, si toi tu peux te gérer toute seule, eh ben t'en as un peu moins quelque chose à foutre de savoir que X ou Y personne de ton entourage, en fait, elle te casse la tête, parce qu'en fait, toi, tu peux déjà répondre à tes besoins. Donc, cette personne, elle te casse la tête, bah, de toute façon, t'as pas besoin d'elle pour répondre à X, Y besoins. Et là, je te parle de besoins primaires, comme celui, justement, je répète, de se mettre en sécurité physique, de se nourrir, d'écouter ses émotions, d'apprendre à aller se reposer quand on en a besoin, etc., etc., etc. Bref, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu te servir. N'hésite pas à réagir dans les commentaires en me partageant ton expérience ou en me disant ce que t'en as pensé, toujours dans la bienveillance et le respect, comme d'habitude. Merci encore une fois à Evenco de m'avoir fait confiance
reconnaissance pour ce partenariat. En tout cas, je suis très contente de finir gentiment cette série sur le trouble de la personnalité borderline. J'espère que ça fera une petite banque d'informations bien utile aux personnes qui sont concernées et à leurs proches. Et donc voilà, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort.